plus le corps se sent en sécurité, moins tous nos schémas comportementaux, toute l'anxiété ont d'emprise sur nous. 50% de mon travail, c'est de dire quoi faire. Les 50% qui restent, c'est de m'assurer que c'est fait. C'est souvent, on se donne du mal pour ne pas ressentir un inconfort ou une souffrance à court terme. Et en ce faisant, on crée une souffrance à long terme. L'eau, elle sort de la source en montagne. Tout ce qu'elle veut, l'eau, c'est arriver à la mer. C'est comme les émotions. Sauf que nous, on a mis des barrages. Et du coup, forcément, si on met un barrage, on imagine assez facilement, soit ça déborde, soit ça fait des problèmes. Le corps, il peut pas produire d'hormones, notamment sexuelles, progestérone et oestrogène, si je manque de matière grasse. Et oh mon Dieu, les matières grasses, c'est ce qui fait grossir. Alors, comment on peut déjà commencer avec ce sujet, l'anxiété, qui est quand même un gros sujet. Oui, Euh, Toi, j'ai dis-nous un petit peu ton vécu avec tout ça et aussi peut-être par rapport aux personnes que tu accompagnes. Est-ce que Mhm. c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes accompagnements? Est-ce que c'est une demande qui revient beaucoup? Ou est-ce que toi aussi tu peux déterminer et dire à la personne, en fait, il y a beaucoup d'anxiété là-dessus et la personne n'a pas forcément identifié ça. Tu vois ce que je veux dire? Super, ouais, super question. Euh, alors, je pense qu'effectivement, ça va aider de parler de comment j'en suis arrivé à ce sujet-là. Et en fait, un petit peu en pensant à notre échange d'aujourd'hui, je me disais, c'est marrant comment la succession des épisodes s'est faite, parce que le premier épisode, c'était sur le mal de dos, donc vraiment le musculo-squelettique. Deuxième épisode, c'était plus la digestion. Et là, on va plus dans la santé mentale. Et en fait, ça reflète assez bien mon propre cheminement, qui a toujours été, mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui mène à ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a tel ou tel problème? Et il me semble que j'en ai un petit peu parlé dans nos deux premiers épisodes, mais voilà, parfois, si je prends l'exemple du mal de dos, peut-être qu'il y a des muscles profonds qui ne fonctionnent pas, qui ne permettent pas de stabiliser le bassin. Si on pose la question pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent pas, peut-être qu'il y a des organes qui ont de l'inflammation qui viennent inhiber ces muscles. On en a parlé dans le premier épisode. Bon, donc déjà, on a un premier lien entre la santé des organes et la fonction des muscles, et donc potentiellement des douleurs musculo-squelettiques comme le mal de dos. Donc première connexion. Mais ensuite, je fais, OK, comment soutenir la santé des organes? Donc là, deuxième épisode qu'on a fait ensemble, on a beaucoup parlé de la santé digestive, parce que même si les organes concernés, par exemple, c'est l'utérus chez la femme, qui a beaucoup d'inflammation à travers le cycle, on sait que améliorer l'alimentation et la santé digestive, ça va forcément améliorer la santé du cycle, même s'il y a des interventions qui sont plus spécifiques à la santé du cycle. OK. Donc là, on parle de beaucoup d'hygiène de vie, de sommeil, d'alimentation, faire du sport, mais pas trop ni trop peu, des choses dont tu parles régulièrement. Et ça, on en a parlé aussi pendant le deuxième épisode. Mais par exemple, ça doit certainement t'arriver de le dire, voire le répéter aux personnes avec qui tu travailles, Céline, c'est la base de l'alimentation et de la digestion, c'est il faut bien mâcher. Hmm. Ok. Et je prends juste ça comme un tout petit exemple pour illustrer comment j'en suis arrivé à plus tout ce qui est le mental et l'émotionnel. Bon, mâcher, c'est très simple sur le papier. Et il y a des personnes qui arrivent à le faire sans aucun problème. Par contre, il y a aussi des personnes, si on leur dit ralentis et mâche, ça les énerve. Ou alors, elles y pensent même pas. Elles n'arrivent même pas à le faire. Comme si elles étaient possédées quand elles se mettaient à table et elles s'étaient presque obligées de manger vite, de s'empiffrer. Et des fois, ça va même au-delà des signaux de satiété, c'est je m'empiffre jusqu'à ce que je sois pleine. Donc là, c'est pour ça que pendant un moment, j'ai fait un petit peu la blague, c'est 50% de mon travail, c'est de dire quoi faire. Les 50% qui restent, c'est de m'assurer que c'est fait. Et tu dois peut-être te reconnaître là-dedans aussi, Céline. Oui, Voilà. oui. Quand on est coach, en général, c'est comme ça. On donne les directives, les choses à faire. Alors, t'en as qui appliquent à la lettre, qui vont tout faire. Et t'en as d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va être beaucoup plus long à mettre en place. Et Ouais. surtout quand, tu sais, t'as beaucoup de choses comme ça. Une personne qui s'alimente mal, qui sait pas mâcher, qui boit pas d'eau dans la journée, qui a pas d'organisation, qui dort mal, qui se couche tard, qui a des écrans. Enfin, oh, il y a tellement de choses à remettre en place, en fait, si tu veux, dans Mhm. tout ce qu'il y a à faire chez cette personne, que, en effet, tu vois, du coup, ça peut créer un état d'anxiété. Et il y a tellement de trucs que
t'es obligé d'y aller par étapes, de dire, OK, d'abord, cette semaine, on va travailler là-dessus, Mhm, remettre en place des pas. Tu vois, j'ai des personnes, elles sont sédentaires, elles font jamais d'activité physique. Faire 2 squats, c'est le bout du monde, tu vois. mhm, Et en fait, il faut tout réapprendre. Le corps, il est sédentaire depuis très longtemps. L'alimentation, elle est mauvaise depuis très longtemps. Tout ce qui est pensée, etc., tu vois, ça va pas non plus. Donc, mhm. des fois, j'ai des personnes qui arrivent, c'est un chantier et tu sais même pas des fois par quel bout tu dois commencer, Oui, tellement il y a de choses à mettre en place. absolument. Et en fait, ce qu'on remarque assez vite, c'est même si on fait les choses dans l'ordre, comme tu dis, même si c'est un chantier, qu'on se dit, OK, première semaine, on va juste boire un peu plus d'eau. Euh, des fois, même ça, il y a de la résistance. Et du coup, naturellement, j'en suis venu à me demander, ben, qu'est-ce qui fait qu'on résiste? Et puis ensuite, c'est pas juste forcément les personnes que j'accompagne, c'est moi-même dans ma propre vie. Quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, j'ai eu une longue période de grosse procrastination. Pour en venir à ta question initiale sur bah, est-ce que j'ai vécu ces choses-là, même si effectivement tout ce qui est anxiété, ça a tendance à plus toucher les femmes. Moi, je suis plutôt de nature anxieuse et j'ai eu une période de plusieurs années où j'avais de l'anxiété toutes les nuits. Moi, c'était de l'anxiété nocturne. Donc en plus, ça affectait mon sommeil. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est pire, mais voilà, ça affectait mon sommeil. Et le problème, c'est que du coup, j'étais fatigué. Et plus je suis fatigué, plus je suis anxieux, hein. Et on va parler un petit peu plus de pourquoi on est anxieux et ces choses-là un peu plus tard. Et donc, c'est des choses que j'ai vécues. Et puis, il y avait des observations que je faisais même en moi, et ensuite que j'ai plus tard pu confirmer avec les personnes que j'accompagne. C'est que bah, quand je suis anxieux, bah, ma digestion, ça fonctionne moins bien. Ou le transit, ça fonctionne moins bien. Je fais, ah, intéressant. Ou il y a beaucoup de personnes qui le disent, même forcément sans s'en rendre compte, mais sans s'en rendre compte, c'est bah, quand je suis stressé, j'ai plus mal au ventre. Quand je suis stressé, j'ai mon mal de dos qui revient. Des choses comme ça. Alors, le problème, c'est que des fois, on va nous dire, bah, c'est juste dans la tête ou c'est que le stress. Et en fait, ça ne nous aide pas forcément. Parce que il y a peut-être un fond de vérité, mais ça aide pas de dire ça. Et des fois, on va aller un petit peu l'extrême inverse, à savoir, bah, c'est, comment dire, c'est, euh, c'est rien à voir avec la tête, ça compte pas, c'est que du mécanique, c'est que du biochimique, il faut juste faire plus d'examens, etc. Et ça peut rapidement complexifier la vie aussi. Donc, euh, tout ça pour dire que, avec le temps, je me suis dit, bah, forcément, il faut commencer à comprendre qu'est-ce qui pousse l'humain à agir comme il agit. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on fait des choses, on sait que c'est pas bien, mais on continue de le faire. Hein, c'est surtout ça. Et il se trouve que, bon, ensuite, j'ai eu une affinité personnelle avec ce sujet. Donc, Céline, elle a dit l'anxiété, mais là, on va vraiment parler de choses dans leur ensemble. Par exemple, quand tu as dit, il y a certaines personnes qui suivent le programme à la lettre, d'autres qui ne le suivent pas du tout. On va aussi parler de potentiellement de procrastination et l'inverse, d'être trop rigide. Parce que ça existe, les deux extrêmes. On va potentiellement parler des addictions. Et en fait, la raison pour laquelle on peut se permettre aujourd'hui de parler de toutes ces choses-là en, disons, 1 heure avec Céline, c'est parce que, non pas parce qu'on va pouvoir faire une liste exhaustive de toutes les possibilités imaginables, ça c'est infaisable. Par contre, je peux vous expliquer quelle est la mécanique. En fait, comment ça se fait qu'on agit de telle ou telle façon. Et en fait, la mécanique est la même, quel que soit ce dont on parle. Que ce soit une compulsion alimentaire, que ce soit des TOC, que ce soit de l'anxiété, que ce soit ci, que ce soit ça. Euh, Voilà, je sais pas si j'ai répondu à tous les éléments de ta question, mais c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et oui, ah oui, c'est ça l'autre élément de ta question. Il y a quelques personnes qui viennent à moi spécifiquement pour l'anxiété, mais la plupart des gens, c'est non, j'ai mal au ventre, ou alors j'ai telle ou telle douleur chronique. Et je fais ce que je peux sur le plan physiologique, hygiène de vie, etc. Mais des fois, c'est bon, ça va un peu mieux, mais c'est encore là. Et donc, naturellement, ma question, c'est est-ce que tu as remarqué s'il y avait des moments où ça se manifestait plus que d'autres? Question vraiment de base. Bah oui, effectivement, quand je suis dans tel contexte avec ma famille, ça me stresse, je suis ça. Quand je me mets la pression, il y avait les fêtes il y a pas longtemps, quand je me mets la pression pour faire tout bien pour les fêtes, j'ai mes symptômes qui s'aggravent. Et donc ça, c'est ce qui se passe le plus souvent avec moi. C'est pas la problématique centrale, mais on en vient à là. C'est d'ailleurs pour ça que moi, par exemple, je vais traiter certaines choses avec certaines personnes que j'ai en coaching. Et à un moment donné, moi, j'ai une limite, si tu veux, dans mes compétences.
Moi, je vais jusque là où je peux, plus au niveau physiologique. Et quand je vois que ça bloque, je, je passe sur autre chose. Je passe sur le physiologique, si tu veux. Et le psychologique, pardon. Mm, Et là, je me dis, OK, il y a un truc qui est plus de l'ordre du physique, mais de l'ordre du psychisme. Je dis donc là, il faut aller vérifier autre chose, il faut aller voir autre chose. Et mm, en effet, quand je commence à poser les questions, et je pense notamment à une personne que je t'ai envoyée, où on a fait une batterie de tests, etc. On a fait des tests alimentaires, on a fait plein de trucs sur ses problèmes digestifs. Et au bout d'un moment, j'ai été jusqu'à regarder si c'était un SIBO, si voilà. oui. Et en fait, sur le papier, il y a rien. Tu vois, c'est le genre de personne où elle a ses symptômes. Elle me dit, bah, j'ai mal au ventre, je digère mal, je ballonne, etc. Mais en fait, quand je fais tout ce qu'il faut au niveau alimentaire, bah, ça continue à bloquer. Donc c'est vrai Mhm, qu'après, on est parti sur le côté beaucoup plus stress, anxiété, le travail. Donc je lui fais faire des petites choses que moi, à mon niveau, je fais, tu vois, de la cohérence cardiaque, de la marche afghane, des choses comme ça, réduire un petit peu le sport. mhm, Et après, quand je vois que, voilà, en général, moi, je délègue. Et c'est pour ça que je lui ai proposé de venir te voir. Et puis, elle avait vu nos interviews et elle a dit, bah, je vais essayer d'aller voir avec Robin, voir ce qu'on peut faire. mm, Et en effet, là, j'ai eu son retour il n'y a pas très longtemps et qui me disait, bon, ben, voilà, mon vrai problème, c'est l'anxiété et le stress. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que je mangeais, mm, et donc, elle a ouvert les yeux vraiment là-dessus. Et tu vois, c'est pour ça que moi, je préfère déléguer et envoyer à des personnes qui vont travailler beaucoup plus ce problème de fond que moi, je ne sais pas faire, en fait, hein. Moi, je vais juste donner des petites clés, etc. Et des fois, ça suffit, hein. Au final, oui. OK, il y avait juste un tout petit truc de stress. Mais quand c'est beaucoup plus profond et qu'il y a beaucoup plus de choses et de couches à retirer, là, moi, je préfère toujours déléguer. Donc, Mm, est-ce que ça te dirait qu'on parle d'un cas concret, peut-être que tu on as, peut. pour justement voir à quel niveau moi je m'arrête et à quel niveau toi tu vas commencer et sur comment dire, Je peux utiliser un cas concret. ouais, Ça va peut-être voilà, aider. sur Mm, quoi tu vas jouer toi de ton mm, côté. ouais. Euh, alors, donc, j'ai une cliente, donc évidemment, on va garder l'anonymat. Mais donc, ce qui m'aide beaucoup à savoir où aller, c'est poser la question que j'ai mentionnée juste avant, à savoir quand est-ce que tes symptômes se manifestent et quand est-ce que ça s'améliore. Ça donne énormément d'informations. Et moi, on m'a dit, quand j'ai appris ça, que normalement, tous les médecins devaient poser cette question-là aussi. On m'a dit que ça faisait partie du protocole de base. Je ne sais pas si c'est le cas, c'est parce que c'était une formation que j'ai faite à l'étranger. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et juste avant que je démarre, il y a une petite chose qui est vraiment importante à faire, et tu l'as dit de manière implicite, Céline, c'est que il faut pas tomber dans le piège de dire tout est causé par mon anxiété ou tout est causé par mon stress, etc. L'être humain, il est complexe et c'est jamais une cause X cause un symptôme Y. C'est jamais aussi simple que ça. Et on a tendance, quand on cherche des solutions, à chercher la solution. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que le travail physiologique que tu as pu faire avec certaines personnes que tu m'as envoyées ou que tu fais de manière générale, que je fais aussi de mon côté, reste essentiel, même s'il n'y a pas de résolution durable. Mm. Parce qu'il y a plusieurs raisons. D'une part, ces choses-là, ça permet d'éliminer des pistes. Hein. Si on sait que la personne s'hydrate bien, bah on sait que disons, les maux de crâne sont plus causés par la déshydratation, par exemple. Donc on a écarté cette piste. Donc en fait, on a fait du progrès, même si les symptômes sont encore là. Ok. La deuxième chose que ça fait, c'est qu'une fois qu'on a coché les bases comme alimentation, sport, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus facile. Non seulement on a écarté des pistes, mais en plus, c'est beaucoup plus facile de faire le travail psychologique et émotionnel. Parce que, et là c'est le premier principe que je vais partager dans cette interview, plus le corps se sent en sécurité, moins tous nos schémas comportementaux, toute l'anxiété ont d'emprise sur nous. Parce que le principe de base, j'ai dû le mentionner à chacune des interviews parce que bah, pour moi c'est fondamental et ça s'applique dans tous les contextes, c'est que le corps cherche uniquement à survivre. Uniquement. Et quand on arrive à comprendre pourquoi j'ai de l'anxiété et à le connecter à ce besoin de survie, c'est beaucoup plus facile de comprendre le mécanisme et surtout d'en déduire la solution. D'accord. Euh,
Avant de prendre le cas d'étude, je vais donner un exemple de ce que j'ai tendance à voir en termes de solutions, par exemple pour l'anxiété. Si je prends l'anxiété que beaucoup de gens connaissent, à savoir, bah, je suis anxieux à l'idée de parler devant un groupe. Moi, ça a été mon cas, et ça m'arrive encore, hein, ça dépend de l'échelle du groupe devant, devant moi. Euh, mais pendant longtemps, il y a des gens qui m'ont dit, soit n'y pense pas, soit regarde au fond de la pièce, comme si tu voyais personne, soit fixe une personne, comme si tu parlais à une personne, soit tout un tas d'exercices de visualisation, de essayer de me convaincre qu'en fait, j'étais pas face à un groupe et que j'avais pas peur. Ça, c'est des trucs extrêmement typiques. Et en fait, je catégoriserai toutes ces solutions euh, en les décrivant comme on essaye de ne pas y penser. On essaye de pas de garder l'émotion à distance, en fait. On essaie de pas la ressentir et de se convaincre que tout va bien. Alors, c'est pas forcément mal. Le problème est que, d'une part, ça demande beaucoup d'efforts. Hein. C'est je dois me concentrer sur regarder au fond de la pièce et faire comme s'il y avait personne pour pouvoir parler de manière à peu près naturelle. Ça demande beaucoup d'efforts. Et le problème, c'est que c'est la posture qu'on a tendance à adopter de manière générale lorsqu'il y a la moindre émotion qui survient. C'est on fournit énormément d'efforts pour ne pas avoir à ressentir ce qu'il y a sous le tapis. Donc ça peut avoir beaucoup de manifestations. Et ça, c'est le type de solution qu'on a tendance à avoir, c'est n'y pense pas. Ou respire un coup. Respire un coup, ça peut aider parce que la respiration, comme la cohérence cardiaque que tu as mentionné, Céline, ça calme le système nerveux. Donc ça induit un sentiment de sécurité. Donc ça peut absolument aider, ça peut faire partie de la solution, mais très souvent, ça ne suffit pas parce qu'on ne va pas à l'émotion d'elle-même. Et en fait, ça perpétue un petit peu un sentiment de division intérieure, à savoir, il y a une partie de moi qui ressent de l'anxiété, et je dis une partie de moi exprès parce que c'est hyper important quand on travaille avec ces choses-là, de créer de l'espace à l'intérieur de nous. C'est pas je suis anxieux, c'est une partie de moi est anxieuse. Et il y a une autre partie de moi qui cherche une solution. Et en fait, quand je cherche à penser à autre chose ou à me convaincre que tout va bien, en fait, il y a un conflit entre ces deux parties. C'est en gros, c'est je l'ignore. J'ai genre, non, t'as pas le droit d'être là. Et en fait, ça perpétue une division intérieure, ce qu'on pourrait, de manière poétique, appeler un petit peu l'opposé de l'harmonie intérieure. On entend souvent ces termes-là dans le monde du bien-être, l'harmonie, la cohérence, des choses comme ça. En fait, là, c'est assez littéral. C'est quand j'essaye de penser à autre chose, de me convaincre que tout va bien, à l'aide de tout un tas de techniques plus ou moins sophistiquées, et bien en fait, je perpétue la division intérieure. Et ça n'aide pas du tout à résoudre le problème de manière permanente. Donc, si je prends du coup un exemple concret, euh, je vais prendre donc une personne qui avait une combinaison de plusieurs symptômes, euh, et je prends cette personne-là parce que les symptômes n'ont pas la même cause. Donc, c'est une personne qui a des symptômes digestifs. Je vais rester global, on n'a pas besoin d'aller dans le détail, mais en gros, c'est des symptômes sur la sphère digestive qui se manifestent quand cette personne, écoutez bien, se met la pression. Donc, j'ai posé la question, quand est-ce que ça se manifeste le plus? Quand je me mets la pression, quand il y a ma famille. Ok, très bien. Donc là, je pose la question, bah, pourquoi tu te mets la pression? Bah, je suis un peu perfectionniste, j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de m'organiser. Le soir, quand je me couche, j'ai besoin de savoir que ma journée de demain est organisée. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Cette personne a aussi un autre symptôme qui est plus spécifique, c'est de l'eczéma à l'intérieur des coudes. Et c'est par épisode. Euh, Là, cette personne n'a pas su forcément me dire quand est-ce que ça apparaissait, quand est-ce que ça n'apparaissait pas. Parce que bah, on n'a pas tous forcément la conscience de qu'est-ce qui se passe. Des fois, on voit les choses apparaître, on ne voit pas. Et quand on souffre de symptômes multiples, c'est pas évident de suivre tout ce qui se passe. Mm. Non, en général, on cherche juste à aller mieux. Mais dans ce genre de situation, quand la personne n'a pas conscience de qu'est-ce qui aggrave ou qu'est-ce qui n'aggrave pas, c'est moi ensuite qui va faire mon travail d'enquête en puisant dans la médecine chinoise, en puisant dans d'autres modalités, pour essayer de décoder tout ça. Qu'est-ce que le corps peut bien vouloir dire? Et en l'occurrence, donc l'eczéma, c'est sur la peau. La peau en médecine chinoise, c'est régulé par l'organe qu'on appelle les poumons, qui sont associés avec la tristesse et le deuil, le chagrin. Et, euh, et là, je savais que cette cliente, elle m'a dit à un moment, je commence à avoir de l'eczéma. Je fais, est-ce que tu es avec tes parents? Elle me fait, oui. Et ils partent dans une semaine. Je fais, comment tu vis la séparation? Elle me dit, c'est horrible, je pleure dans mon coin comme une baleine. Mais personne ne le sait.
ni mon mari, ni mes parents. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est il est très probable qu'une fois que tu auras pleuré, une fois que la séparation sera faite, ça va partir. Et en fait, pourquoi, quelle est la logique derrière? Parce que selon moi, il y a toujours une logique. C'est que quand on est séparé d'êtres chers, on ne peut plus les prendre dans nos bras. Mm. Ok. Et en fait, quand on a en général quelque chose sur la peau, on a tendance à le caresser, à le frotter. Et en fait, c'est un peu un remplacement un peu substitutif pour avoir un peu de contact physique. Comme je vais plus avoir mes êtres chers, au moins je vais avoir quelque chose à gratter pour me donner un petit peu d'affection. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu décoder pour ça. Et pour la partie se mettre la pression, là, on a pu creuser un petit peu plus loin sur pourquoi est-ce que tu veux euh, te mettre la pression. Donc, je m'arrête là parce que ça fait beaucoup d'informations. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je continue? Parce que c'est bien de savoir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il faut savoir bah, comment on s'en sort. Mm. Non, non, là, c'est... Vas-y, tu peux continuer. Je te laisse voir. J'ai pas vraiment de Ok, questions par rapport à ça. ok. Euh, Mais l'eczéma, de manière juste une question par rapport à l'eczéma, est-ce que tu penses que l'eczéma, de manière générale, a toujours un rapport avec le monde extérieur, en fait? Non, pas toujours. Euh, non, non. Ça peut être un sentiment de je ne suis pas à la hauteur. Ça peut être voilà, ça peut être pas mal de choses. Ça peut bien évidemment avoir un lien avec la sphère digestive. Donc là, c'est plus la dimension physiologique. Et comme souvent, c'est multifactoriel. Euh, mais là, dans le cas de cette personne, c'était assez clair que quelques jours avant la séparation avec ses parents, ça se manifestait. Le jour où ils sont partis, là en l'occurrence, ils sont partis, elle ne s'est pas autorisée à pleurer parce qu'elle voulait pas pleurer devant son mari. Elle m'a dit eczéma plus plus plus. Hmm. Donc là, on voit qu'il y a assez clairement un lien. C'est et en fait, comme je puise sur la médecine traditionnelle chinoise, je sais que là, il y a potentiellement un lien déjà au moins émotionnel, énergétique. Mais c'est pas la seule cause de l'eczéma. Non, absolument. Mais donc, une fois qu'on a identifié ces choses-là, et surtout que ça parle à la personne, parce que c'est pas juste lui mettre des mots dans la bouche, c'est est-ce que ça te parle? C'est ah oui, effectivement. Quand la personne m'a dit bah oui, la séparation c'est dur et je pleure comme une baleine après. Bon, clairement il y a de la tristesse. Ou quand elle me dit bah je me mets de la pression et quand je me mets de la pression pour faire tout bien, pour être dans le contrôle, pour être perfectionniste parce que je veux que tout soit bien, eh bien mes symptômes digestifs se réveillent, je suis plus fatigué, etc. Bon, ça c'est le niveau 1, c'est déjà identifier ce qui se passe. Le niveau 2, c'est savoir, bon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, je vais plus me focaliser sur la partie se mettre la pression. J'ai récemment fait une publication sur Instagram où j'ai groupé le perfectionnisme, le fait de se mettre la pression et le fait d'être speed dans la même publication. Parce qu'en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est soit je me force à faire les choses bien, soit je peux pas m'empêcher que ce soit parfait, perfectionnisme, soit je fais les choses vite, donc à être speed. Mais en fait, très souvent, c'est assez similaire. Ça se manifeste un petit peu différemment, mais c'est assez similaire. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est donc là, c'est vraiment le travail d'ailleurs que on peut faire nous-mêmes de notre côté. Donc là, vous n'avez pas besoin de thérapeute ni de praticien pour faire ça. C'est des questions que vous pouvez vous poser vous-même en faisant votre introspection, en écrivant dans votre journal, pour essayer de savoir ce qui se passe. La première chose que je lui ai invité à faire, c'est donc là, on l'a fait en séance, mais si elle avait fait seule, je lui aurais dit de faire comme ça. C'est pause. Force-toi à t'arrêter 2 secondes. Force-toi à ne pas agir. Quand tu te forces à t'arrêter, qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui remonte? Et ça, c'est hyper important parce que la seule façon de mettre en lumière les émotions qui règnent en maître sur nos vies, parce que selon moi, il y a beaucoup d'émotions qui règnent en maître sur nos vies, hein, derrière beaucoup des comportements que j'ai pu lister plus tôt, c'est beaucoup d'émotions. La seule façon de les mettre en lumière, c'est de s'arrêter. Et là, ça va remonter à la surface. Donc la première chose que m'a dit cette cliente, c'est juste l'idée de ne pas le faire, de ne pas se préparer, de ne pas s'organiser, de ne pas se mettre la pression. Elle se sent un petit peu anxieuse. Hmm. Je fais, OK, là on a déjà une première couche. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est afin d'éviter de ressentir l'anxiété, tu te fais toutes ces choses-là. Tu te mets la pression, tu t'organises, etc. Tout ça pour éviter de ressentir l'anxiété. Donc là, on a un premier niveau, c'est pour éviter de ressentir cette douleur mentale, l'anxiété.
je fais toutes ces choses-là, et il se trouve que l'ironie, c'est que toutes ces choses-là me causent des douleurs physiques. Ok. Et là, ça illustre un premier paradoxe qu'on fait tous quasiment en tant qu'humains, c'est j'essaye, je me donne du mal pour ne pas souffrir. Donc là, en l'occurrence, je me donne du mal pour ne pas ressentir l'anxiété, mais en faisant ça, je me fais mal ailleurs. Et c'est très courant. Et malheureusement, c'est souvent, ça c'est pareil, c'est assez puissant quand on le réalise, c'est souvent on se donne du mal pour ne pas ressentir un inconfort ou une souffrance à court terme, et ce faisant, on crée une souffrance à long terme, des symptômes chroniques. Ça c'est très courant. Donc on veut éviter un inconfort temporaire, et ce faisant, on crée un inconfort à long terme. Donc ça c'est hyper courant. Et je dis ça avec compassion parce qu'on le fait tous, et il n'y a aucun être humain qui a envie de souffrir. Aucun. Et le problème, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune éducation sur nos émotions, sur qu'est-ce qu'on en fait. Même le contraire, c'est, euh, bah, voilà, les filles, il faut pas qu'elles se mettent en colère, les garçons, il faut pas qu'ils pleurent. Je dis les gros clichés, mais on a tous entendu ça. Et en fait, ça n'aide pas du tout plus tard. Donc, première étape, premier niveau, si vous voulez, on a compris que si elle ne faisait pas ces choses-là, si elle ne se mettait pas la pression, elle ressentait de l'anxiété. Et du coup, on pourrait dire que l'anxiété est ce qui la pousse à faire tout ça. Je fais super. Premier niveau, on est bon. Et ensuite, je lui ai dit quelque chose que je répète assez souvent, c'est que l'anxiété, c'est pas une émotion en soi. L'anxiété, c'est un mécanisme mental, c'est de l'activité mentale pour éviter de ressentir une émotion plus profonde. Mhm. Donc, en général, si je reprends l'exemple, parce que je veux illustrer, si je reprends l'exemple de j'ai de l'anxiété à l'idée de parler devant un groupe. L'anxiété, c'est plus l'état mental qui va me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je suis bien habillé? Voilà, est-ce que je parle bien, etc. Ça, c'est de l'activité mentale. Mais derrière cette activité mentale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une peur. La peur d'avoir l'air idiot. Non, la peur d'être ridiculisé. La peur d'avoir honte de soi-même. Qu'on se tape la honte. Et donc, dans cet exemple, on voit bien que sous ce qu'on appelle l'anxiété, il y a une émotion. Et cette émotion, comme toutes les émotions, ça c'est pareil, c'est un autre principe à comprendre, elle cherche uniquement à m'informer. Les émotions sont uniquement là pour nous informer, c'est tout. Elles sont pas là pour nous punir, elles sont pas là pour nous rendre la vie horrible, elles sont uniquement là pour nous informer. Et ça, c'est important à comprendre parce que une fois qu'on voit les émotions comme des alliés et pas comme des ennemis dont il faut se libérer, ça change complètement notre relation avec notre monde intérieur. Et juste ce changement de posture aide énormément. Donc c'est un très bon départ. Et donc, pour prendre l'exemple de j'ai peur de parler devant un groupe, juste le fait de reconnaître et de se dire au moins à soi-même, mais potentiellement à voix haute, ah bah oui, j'ai peur. Juste ça, l'anxiété part. Et c'est d'ailleurs une technique qu'on peut faire quand on parle devant une audience et que, voilà, moi, ça m'est arrivé de le faire, surtout quand je débutais, c'est de l'admettre à l'audience, Mhm. en fait. Et de pas faire genre, bah, il se passe rien. Et en fait, dès que je l'admets à l'audience, non seulement bah, l'anxiété part parce que je l'ai admis, je l'ai reconnu, j'ai, entre guillemets, accueilli l'émotion, mais en plus, très souvent, l'audience a de la compassion pour moi. Parce qu'ils se disent, ah bah, moi, dans ces baskets, je ressentirais la même chose. Et en fait, c'est pas un cyborg qui fait semblant et qui a pas de sentiment. Euh, mais déjà, même si on se l'admet à nous-mêmes, c'est déjà un bon point de départ. Donc ça, c'est ce que j'ai dit à ma cliente. J'ai dit, OK, l'anxiété te pousse à faire tout ça, mais l'anxiété, c'est pas une émotion. L'anxiété, c'est, euh, entre guillemets, l'évitement d'une émotion, une activité mentale qui cherche à éviter une émotion. Et donc là, je lui ai dit, selon toi, bah, qu'est-ce qui se cache sous cette anxiété? Et là, elle savait pas répondre. Ce qui arrive. On n'a pas forcément conscience de ce qui se passe, mais déjà, on a fait un bon point, du bon progrès. Donc là, je dois attaquer par un angle différent. Et donc, je vous explique comment ça s'est fait. Comme ça, vous qui écoutez, vous avez les questions à vous poser pour le faire de votre côté. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache sous l'anxiété, vous pouvez vous dire, bon, quand est-ce que ce comportement a commencé? Alors, il y a certaines personnes, ça commence dans l'enfance. Il y a certaines personnes, ça commence plus récemment, plus tard.
Euh, Dans le cas de cette cliente, c'était beaucoup plus tard. Et elle a commencé à agir comme ça quand elle a été promue à un nouveau rôle dans un travail, dans un nouveau travail. Et donc là, j'ai pu décortiquer un petit peu. J'ai fait, OK, donc tu as été promu dans un nouveau travail et rapidement, tu as adopté ces traits de se mettre la pression, d'être perfectionniste, de contrôler, de tout organiser. Elle me fait, oui, absolument. Bon, déjà, on avance. Je fais, très bien. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout ça? Parce que, à nouveau, tous les comportements dont on cherche à se débarrasser, que ce soit la procrastination, que ce soit le perfectionnisme, le fait d'être speed, tous ces comportements nous apportent quelque chose. Sinon, on ne le ferait pas. Sinon, on ne le ferait pas. Donc ça, c'est une question qui est très puissante, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de le faire? À mes yeux, mais aussi, surtout, aux yeux des autres. Et en fait, elle a fini par me dire, bah effectivement, mes boss, ils étaient contents. Parce que moi, je faisais tout bien. Et donc là, on a vraiment touché à quelque chose. Donc, si on remonte la chaîne de cause à effet, j'ai pas envie de décevoir mes boss, ou j'ai envie d'être à la hauteur pour mes boss. Donc, si je ne suis pas à la hauteur, j'ai de l'anxiété. Et pour combattre ça, je vais mettre énormément de pression, je vais être perfectionniste, je vais tout organiser, être tout nickel, quitte à me faire du mal pour ne pas décevoir mes boss. Donc, on pourrait continuer à dérouler un petit peu le fil. Quelle est l'implication de décevoir les boss? Bah, je vais potentiellement me faire virer. Hein. Si je me fais virer, ça compromet ma stabilité financière. Stabilité financière, aujourd'hui, c'est équivalent à la survie. Hein. Même si c'est assez rarement le cas en France. On ne va pas mourir littéralement si on est en précarité financière. Mais pour notre système nerveux, c'est le cas. Donc là, on a pu vraiment toucher à quelque chose de profond. Mais j'étais un tout petit peu plus loin. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta vie par le passé où ça s'est quand même manifesté? Peut-être par période. Et elle m'a dit oui. Et en fait, là j'accélère un petit peu, mais on en est venu à la conclusion que, de manière générale, elle se met la pression pour les hommes dans sa vie. Et ça a commencé avec son père. Et en fait, elle se met la pression juste pour avoir euh, à la fois l'affection et surtout la sécurité que le masculin procure. Donc on n'a pas encore fait notre épisode sur le masculin et le féminin avec Mhm. Céline. Mais donc là, en fait, c'est la raison pour laquelle elle se mettait la pression. Il y a de l'anxiété. Pourquoi elle se met de l'anxiété? Parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur aux yeux d'une figure masculine. Et la figure masculine, surtout pendant l'enfance, mais ça reste très inconscient plus tard, en particulier pour une femme, ça représente souvent une source d'affection potentielle et une source de sécurité potentielle. Et donc là, on a pu décortiquer, on a pu dire, OK, donc concrètement, parce que tu veux te sentir en sécurité et recevoir de l'affection, tu te donnes tout ce mal. Et en fait, quand on en arrive là, juste ça, c'est, je souffle un peu. C'est ça qui se passe. Et donc là, ça montre bien qu'il y a bien une émotion ou un besoin émotionnel, affectif et de sécurité qui, en gros, quand il n'est pas assouvi, me mène à faire tout ça. Et donc, juste le fait d'en prendre conscience, en général, ça suffit à apaiser une grande partie des symptômes et potentiellement à s'en libérer définitivement. Parce que quand je vois ça, je vois que cette partie de moi qui se donne du mal, cette partie de moi qui est anxieuse, c'est, dans le cas de cette cliente, c'est une petite fille qui a juste besoin d'affection. C'est tout. Et aujourd'hui, elle a tellement besoin d'affection, là encore besoin d'affection, on en a tous besoin, et donc, elle se donne du mal. Et elle se fait du mal. Et en fait, quand on fait le raccourci comme ça, c'est ah oui. Et quand on voit que c'est le petit garçon ou la petite fille en nous qui a peur, qui a besoin d'affection, qui a besoin de sécurité, qui nous pousse à faire toutes ces choses-là à l'âge adulte, c'est assez facile, pas pour tout le monde, mais ça se pratique, de ressentir de la compassion pour cette partie de nous. Et en fait, c'est ultra cliché. Et si j'avais commencé par ça, ça aurait pas, ça aurait pas forcément été percutant. Mais la compassion guérit tout. Parce que la compassion, c'est vraiment ce qui va nous amener cette sécurité et cette affection intérieure. Et on peut la générer tout seul. Donc ça se pratique, c'est pas évident pour tout le monde. Mais il se trouve que la plupart des gens avec qui je travaille sont des femmes. Et les femmes sont plus fortes pour ça. Parce qu'il y a l'instinct maternel. Mhm. Et est-ce que pour toi, ce genre de schéma qui vient de l'enfance est beaucoup plus difficile à découdre
que quand c'est un trauma qui vient quand tu es adulte. Parce que quand ça vient de l'enfance, en tant qu'adulte, tu t'es construit une identité par rapport en Mm. fait à ce trauma-là. Et en fait, toutes tes actions, au fur et à mesure de ta vie, vont être faites en parallèle à cette blessure, en fait. Et Mm. tandis que quand tu te construis sur d'autres choses et que c'est une blessure qui vient plus tard, du coup, est-ce que c'est plus facile pour cette personne, tu vois, de se libérer que quand c'est de l'enfance où tu dois tout découdre et déconstruire toute ton identité quelque part? Oui. C'est une bonne question. La réponse courte, c'est que oui, c'est plus difficile quand quand ça a surgi plus tôt, parce que c'est plus ancré, en fait. C'est plus ancré dans le système nerveux. Néanmoins, il n'y a pas forcément besoin de tout dérouler pour s'en libérer. Si on parle, en général, ce que je cherche, c'est le souvenir le plus ancien que la personne a de la manifestation de tel ou tel comportement. Ça suffit. Et, euh, et en fait, donc là, si on parle des traumas pendant quelques instants, bon, il y a plusieurs degrés de trauma. Et si vous avez un trauma vraiment sévère, je vous invite vraiment à consulter un spécialiste des traumas. D'accord? Il y a des spécialistes pour ça. Moi, c'est pas mon nom, c'est pas ce que je fais. Néanmoins, il se trouve qu'il y a des personnes avec des traumas sévères qui viennent à moi. Mais c'est pas, voilà. Moi, je travaille à mon échelle, pas sur le trauma directement, parce qu'il y a des choses qui sont très, très graves. Notamment, voilà, abus sexuels, des choses comme ça dans l'enfance, c'est, voilà, inimaginable. Mais ce qu'il faut comprendre avec les traumas, en général, donc les exceptions, c'est les traumas qui sont vraiment physiques. Là, ça allait vraiment laisser une empreinte sur le système nerveux. Ça peut changer la façon dont le cerveau évolue et mature. Et là, c'est vraiment, on a besoin d'un suivi spécifique. Mais de manière générale, et c'est pour ça que certaines personnes peuvent vivre la même expérience, et il y en a qu'une qui est traumatisée. C'est qu'en fait, le traumatisme, c'est pas l'expérience en elle-même qui est traumatique, c'est le sens que je donne à l'expérience. Et ça, c'est ce qui peut potentiellement nous libérer d'énormément de souffrance. D'énormément de souffrance. Donc, par exemple, si je reprends le cas d'étude que je donnais, euh, cette petite fille a dû conclure, après avoir vécu ce qu'on pourrait appeler un petit trauma, que si elle ne se mettait pas à la pression, elle ne serait pas à la hauteur. Et si elle n'était pas à la hauteur, elle ne recevait pas suffisamment d'affection de son père. Donc ça veut dire que son père a dû faire quelque chose qu'elle a interprété comme un manque d'affection. Et en fait, elle s'est dit, c'est parce que je me suis pas mis la pression. Et en fait, idéalement, il faudrait remonter à ça et changer le sens, changer la perspective. Donc, est-ce que c'est que son père a estimé qu'elle n'était pas à la hauteur et du coup, il lui a pas donné d'affection? Ça, c'est sa perspective à elle. Et du coup, elle s'est dit, bah, si je me mets pas à la pression, je ne suis pas à la hauteur. Si je ne me mets pas à la hauteur, je ne reçois pas l'affection de mon père. Et l'affection du père, c'est synonyme de sécurité également. Ça, c'est sa perspective. Une autre perspective, c'est simplement que son père, sa seule façon qu'il connaissait d'encourager sa fille, c'est de la féliciter quand elle fait les choses bien, mais c'est tout, en fait. Et faut savoir que nos parents, et même la majorité des êtres humains aujourd'hui, ne savent pas comment gérer les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, positives ou négatives. C'est quand quelqu'un est super content, des fois on est gêné. Quand quelqu'un est super triste, on sait pas quoi faire. Et en fait, c'est le cas des parents avec leurs enfants, très souvent. Et donc, si je change un petit peu la perspective sur le même événement, ça change ce que tu disais juste avant, Céline, l'identité qu'on a construite à partir de cette expérience. Parce que si ma perspective de l'expérience, c'est que je ne suis pas à la hauteur parce que je me suis pas mis la pression, bah, tout le reste de ma vie, je vais vivre avec cette identité que sans me mettre la pression, je ne suis pas à la hauteur. J'ai besoin de faire, 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 faire pour être à la hauteur. Et donc ça a créé une identité, et effectivement, si ça surgit tôt, ça va être très ancré. Par contre, si je change la perspective et que je me dis, bah non, mon père, en fait, il a juste essayé de m'encourager comme il pouvait, et quand, disons, je ramenais une mauvaise note à l'école, il savait pas quoi dire. Il était déçu forcément parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour moi, mais il savait pas quoi dire. Et en fait, si je change ça, ça veut pas dire que je suis pas à la hauteur, ça veut juste dire que, objectivement, mon père savait pas gérer quand j'avais une mauvaise note. Et ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne ou que je suis pas à la hauteur. Et ça permet de changer littéralement la fondation de mon identité pour le reste des années, voire des décennies. Et du coup, ça a des implications sur mes comportements aujourd'hui. Voilà. Mais même sans ça, à partir du moment où je vois que c'est
dans cet exemple, une petite fille qui veut de l'affection, qui veut se sentir en sécurité et qui se donne énormément de mal pour plaire à ses patrons, pour plaire à son mari, pour plaire à son père, c'est beaucoup plus facile de, à nouveau, avoir de la compassion pour soi-même et de se dire, bah maintenant je suis adulte. Ça veut pas dire que j'aurai plus jamais besoin d'affection des autres, mais ça veut dire que bah, quand les autres sont pas là, je peux me donner un peu d'affection pour moi et être un petit peu plus douce avec moi-même. Et c'est pour ça que je dis souvent, la douceur, la tendresse et la lenteur aussi, c'est ce qui permet de vraiment se sortir de beaucoup de ces choses-là. C'est cliché à nouveau, mais maintenant vous comprenez pourquoi. Ok. Euh, les schémas comme ça, ce que tu disais tout à l'heure, quand il y a des gros traumas et où on peut pas vraiment changer les choses, euh, toi, tu penses que, par exemple, il faudrait aller voir des thérapeutes type EMDR ou des choses comme ça pour vraiment aller travailler sur un trauma qui est beaucoup plus ancré? Potentiellement, oui. Potentiellement. Euh, alors, je connais un petit peu plus ce qui se fait aux États-Unis. Je sais qu'il y a des modalités existantes aux États-Unis qui commencent à apparaître en France. Donc, je pourrais pas recommander de thérapeute malheureusement dans ces cas-là. Mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Et je pense qu'en cherchant un petit peu sur Internet, ça se trouve. Mais oui, quand il y a vraiment eu des choses graves, euh, ça peut aider de travailler avec quelqu'un de qualifié. Néanmoins, qu'il y ait eu un trauma grave ou non, les choses que je tente de transmettre aujourd'hui, à savoir vivre en faisant preuve de douceur avec soi-même, ça reste nécessaire pour tout le monde. Parce que tôt ou tard, on va avoir des événements qu'on pourrait appeler traumatiques dans la vie, et on va avoir des émotions en réponse à ces événements. Il va falloir savoir appréhender ces émotions et avoir une certaine relation. Et ça, en fait, c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre et dont tout le monde bénéficiera. Donc même si on ne travaille pas directement sur le trauma, c'est quand même bénéfique de travailler sur la partie est-ce que je peux être un peu plus doux avec moi-même et est-ce que je peux comprendre pourquoi bah, j'agis comme ça. Et juste ça, ça aide énormément et ça aidera à nouveau à l'avenir si j'ai d'autres expériences un peu douloureuses qui surviennent. Ouais. Il y a un truc aussi, moi, qui m'a beaucoup aidé, que j'ai fait il y a 8 ou, ouais, 8 ou 10 ans, un truc comme ça. Parce que pareil, hein, moi j'avais aucune notion au niveau de mon système émotionnel et j'ai beaucoup de trauma de l'enfance, tu vois, ça me parle beaucoup aussi tout ce que tu me dis parce que moi aussi, tu vois, j'ai eu ce côté, pour moi, le thérapeute que j'avais eu à l'époque, c'était papa égale sécurité, maman égale amour. Mm. Et tu te construis en fait avec tes parents. Et quand tu n'as pas ça, en fait, bah, quelque part, tu penses que c'est toi le problème parce que tu Oui. n'as pas mérité l'amour de ta mère et tu n'as pas mérité la sécurité de ton père. Et après, moi, en fait, j'ai créé des systèmes de fonctionnement, moi personnellement, voilà, j'ai du coup blessure de l'abandon, tu vois, blessure du Mhm. rejet, enfin tout ça. Mhm. Et ça a été très très dur pendant des années pour moi, notamment bah, avec le masculin, surtout. Oui. Et en fait, déjà d'identifier les émotions que je ressentais et d'avoir mis des mots sur les émotions. Et grâce à ça, en fait, si tu veux, il m'a donné un dictionnaire des émotions. Mhm. Chose qu'en fait, on n'a jamais entre les mains. Non. C'est-à-dire, tu as tout le dictionnaire des émotions avec l'émotion et ce que ça génère, en fait. Et tu te dis, mais en fait, déjà, rien que de chercher, en fait, dans quelle émotion tu es, d'identifier, d'aller voir dans le dictionnaire, de comprendre ton émotion, déjà, rien que ça, tu fais 50% du chemin. Oui. Et je trouve que ça, c'est dommage que, ne serait-ce qu'à l'école, tu vois, on n'apprenne pas Mhm. les émotions aux enfants. Ouais. Ça pourrait tellement aider. Et moi, je sais que ça m'a énormément aidé parce que maintenant, c'est un truc naturellement. Où je me dis dans quelle émotion je suis, tu vois, et qu'est-ce Mm. qui va générer l'émotion et pourquoi j'ai cette émotion. Qu'est-ce que Mm. ça vient chercher chez moi? Parce que l'émotion, finalement, c'est une boussole quelque part. Ça vient t'informer, c'est ça. Voilà, ça t'informe, je lui dis, oh, alors je ressens cette émotion, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens cette émotion? Et en fait, d'apprendre à la décoder, c'est pas, non, je l'ignore, ok, non, non, je vais bien, tout va bien, j'ai pas d'émotion. C'est, j'ai une émotion, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça vient, Mm. révéler chez moi, en fait? Et du coup, Exact. d'être intelligent émotionnellement, ça change tout dans la vie.
pour Ouais. tout, que ce soit la relation amoureuse, le Surtout ça, sport. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, parce que quand tu es dans l'émotion, tu vois, maintenant, même dans mon couple et tout ça, enfin, c'est des trucs que je pratique au quotidien. J'ai, ok, je ressens cette émotion, et même, tu vois, quand dans le couple, les deux sont intelligents émotionnellement, on va se poser, on va se dire, ok, c'est quoi l'émotion? Tu vois, plutôt qu'avant, c'était la balle de ping-pong, tu vois, c'était la Oui. guerre. On est dans l'émotionnel et on va pas en fait chercher qu'est-ce que ça vient générer, tu vois. Ouais. Et pour n'importe quel conflit, que ce soit parents, enfants, euh, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, avec l'employeur, etc. Je trouve que c'est quelque chose en fait qu'on devrait apprendre partout. Moi, ça Ouais. a changé la vie, hein. Je suis d'accord. Euh, on n'a pas forcément besoin d'aller dans ce sujet-là, mais je pense pas que l'école soit conçue pour Non. ça. Euh, mais oui, selon moi, ça serait absolument indispensable. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup partager ce que j'ai pu découvrir aussi de manière aussi large que possible. Mais je pense que ça peut être intéressant, justement, vu que tu as commencé à en parler, peut-être de réitérer ou d'insister sur qu'est-ce qu'elles font là, ces émotions. Mm. Parce que on entend parler de libération émotionnelle, de gérer ses émotions, les émotions peuvent causer des symptômes, notamment en médecine traditionnelle chinoise. Mais en tout cas, ça a été mon ressenti pendant très longtemps avant que j'ai cette compréhension. Mais pourquoi sont là ces émotions? Genre, je comprends pas la logique en fait. Et, euh, et je me suis dit que voilà, si je prenais le temps d'expliquer ça pendant quelques minutes, ça pourrait aider à éclaircir un petit peu. Euh, Si à nouveau je remonte au principe fondamental, qui est que le corps cherche juste à survivre, l'être humain cherche juste à survivre, euh, la question suivante c'est est-ce que par hasard les émotions pourraient jouer un rôle dans cette survie? Donc là je vais donner deux exemples qui sont vraiment bateaux, mais qui illustrent un petit peu ce que je veux dire. Si je m'apprête à traverser la rue sur le passage piéton et que je vois qu'il y a une voiture qui ralentit pas pour me laisser passer, je vais ressentir de la peur. Donc c'est une émotion. Là, c'est assez clair, c'est bah, la peur, c'est une émotion qui est tout à fait légitime vis-à-vis de la situation, et elle est là pour me dire, attention, ta vie est en danger. Et en fait, toutes les émotions attendent que d'une part, on sache les interpréter, donc ça c'est le décodage dont tu viens de parler, Céline, et d'autre part, on puisse agir dessus. Donc en l'occurrence, là, dans cette situation vraiment basique, décoder c'est assez facile, il y a une voiture qui me fonce dessus, action, bah, je m'écarte. Très facile. Je vais te donner un exemple un poil plus complexe. Il y a peut-être des mamans qui t'écoutent. Euh, mais même s'il n'y a pas de maman, je pense que tout le monde comprendra. Si je vais jouer le rôle, moi, si j'étais papa et que j'apprenais que mon enfant à l'école a été harcelé, Mm. ça me met dans quel état? La Et après, colère. Mhm. Et la colère, elle cherche à dire quoi? Alors, c'est quelque chose qui est quasi universel avec la colère. Il y a des petites nuances, mais la colère, en général, c'est quand on empiète sur mon territoire. Hein. Imaginez maman ours. Si vous allez embêter ses oursons, ou si vous allez trop près de son territoire, elle va pas être contente. En fait, la colère, c'est en gros, on a empiété sur mon territoire, et la colère, ça nous donne l'énergie pour agir là-dessus. Et en fait, pour un être humain, nos enfants sont nos territoires. mm. Ça fait partie de nos territoires. Et pour un homme, ça peut. Je suis désolé pour surtout les féministes, mais ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais c'est biologique. Pour un homme, sa femme fait partie de son territoire. Donc en gros, si aujourd'hui je disais la même chose, j'ai appris que mon amoureuse s'est fait harceler ou s'est fait violenter d'une façon ou d'une autre, ça va me mettre hors de moi. Parce que d'un point de vue biologique, elle fait partie de mon territoire. D'accord? Et donc le but, là, c'est d'agir. La colère, elle est là pour me dire, on a empiété sur ton territoire, il faut agir. Et en fait, là, c'est pas forcément la survie à moi immédiate, c'est la survie de ma tribu ou de ma famille. Donc c'est aussi lié à la survie. Les problèmes surviennent lorsque soit on ne sait pas quoi faire de ces émotions, soit on nous a dit dans l'enfance, faut pas se mettre en colère, soit on n'a pas la capacité d'agir dessus. Ok. Donc si par exemple, euh, c'est une femme, on lui a dit, il faut pas se mettre en colère en tant que femme, mais que plus tard dans la vie, on empiète sur son territoire, entre guillemets, parce que ses enfants sont par exemple harcelés, elle va pas savoir quoi faire de cette colère. Et du coup, elle va la refouler. Parce que quand elle était petite, on lui a dit, faut pas se mettre en colère. Et en fait, à nouveau,
comme étant petite, les adultes, les grands qui sont responsables de sa sécurité lui ont dit ne te mets pas en colère, elle en a déduit si je me mets en colère, alors les grands vont pas être contents, donc ils vont plus assurer ma sécurité, donc je vais mourir. Donc c'est là que notre vécu peut influencer comment on vit nos émotions plus tard. Ok. Euh, et donc ensuite, idéalement, on agit. D'accord. Et c'est pour ça que, euh, voilà, peut-être certains d'entre vous ont déjà vu ça, mais le fait de crier dans un coussin, de taper dans un sac de frappe, des choses comme ça pour faire sortir la colère, ça peut aider, effectivement. Parce que des fois, c'est vraiment de l'énergie qui n'a jamais été utilisée. Euh, donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, si je devais résumer, c'est que les émotions sont là pour assurer notre sécurité, pour veiller à notre survie. Nous, notre rôle, c'est uniquement, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais juste cette posture adoptée, c'est uniquement, d'une part, de les écouter, d'essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Si vous avez accès à un dictionnaire comme Céline, c'est top. Et ensuite, c'est agir concrètement dessus. Et c'est en fait l'action qui va permettre de faire en sorte que l'émotion part définitivement. Et c'est pour ça que des fois, juste le fait d'écrire dans un journal, pas sur le téléphone, mais dans un journal, c'est une action, ça utilise la partie du cerveau qui est responsable des mouvements, le cortex moteur. Et en fait, même le fait d'écrire dans un journal, ça permet de faire sortir l'émotion parce que la partie du cerveau responsable des émotions comprend qu'on a agi dessus. Donc juste ça, ça peut être quelque chose d'énorme qu'on peut faire chacun de nous de notre côté. Euh, il y a deux dernières choses que je vais dire, c'est que ce qui cause les problèmes, c'est quand les émotions sont coincées dans le corps. Donc c'est l'analogie que je donne. Oui, Naturellement, quand tu regardes un enfant, il les bloque pas, les émotions. exactement. Et c'est en Parce fait qu'il les laisse faire. Ouais. c'est la société au sens large, hein, qui va conformer l'enfant, parce qu'il y a des règles à adopter. Et en fait, l'enfant va apprendre pour pouvoir appartenir à la société, ce qui est à nouveau une question de survie pour un enfant. Il va apprendre que certaines émotions ne sont pas acceptables. Exactement. Alors que l'enfant de base, un petit enfant en bas âge, il va juste exprimer, mais pleinement. Il y a zéro filtre. Ouais. Absolument. Absolument. Euh, mais du coup, en fait, faut parvenir à identifier qu'est-ce qui vient bloquer ces émotions. Et souvent, c'est soit qu'on en a peur, parce qu'en fait, à nouveau, la société, bah, on est dans une société qui est très intellectuelle. Très intellectuelle. Et souvent, on considère les émotions comme de la faiblesse. Hein, pendant très longtemps, moi, j'avais ça à 100%. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, parce que je suis encore très cérébral. Mais il y a quelques années, j'étais encore plus cérébral, mais surtout coupé de mes émotions. Et les gens que je voyais autour de moi qui pleuraient, je les traitais de faibles, en fait. Mhm. Pas explicitement, mais c'est ce que je pensais. En fait, c'était le résultat de mon formatage. Ok. Donc, ce qui cause les symptômes, c'est le fait qu'on bloque les émotions. Pourquoi on les bloque? Parce qu'on en a peur, parce que la société nous l'a appris, parce qu'on a vécu quelque chose par le passé, un moment où on a exprimé telle ou telle émotion et ça n'a pas été accueilli. Et du coup, on refuse de ressentir telle ou telle émotion. Et le point à comprendre, c'est que les émotions, elles veulent sortir. Elles veulent pas rester coincées, en fait. Elles veulent finir leur chemin. Elles veulent finir leur mission. Donc, c'est un petit peu comme de l'eau qui coule. C'est une analogie que j'avais utilisée, il me semble, dans une publication Instagram. C'est l'eau, elle sort de la source en montagne. Tout ce qu'elle veut, l'eau, c'est arriver à la mer. Elle veut descendre. Elle veut couler. C'est comme les émotions. Sauf que nous, on a mis des barrages à certains endroits. Et du coup, forcément, bah, si on met un barrage, on imagine assez facilement, soit ça déborde, soit ça fait des problèmes. Et c'est ça qu'on appelle les symptômes. Même si c'est juste de l'anxiété, si c'est juste se mettre de la pression, etc. Donc ça, c'est vraiment la base de la base à comprendre. Et donc, si vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 heures. Il n'y a pas besoin forcément de faire un travail de fond. Dites-vous que c'est un petit peu comme les couches d'un oignon. Commencez uniquement avec ce qui est le plus présent aujourd'hui dans votre expérience. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans votre enfance. C'est si aujourd'hui euh, vous êtes speed le matin pour aller au travail, commencez par ça. Et en fait, la technique pour faire remonter les émotions à la surface, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est de se forcer à ralentir. Mhm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action et qui n'arrivent pas du tout à se poser. Parce que se disent, mais si je me pose, je vais être face à mes Ouais, émotions. Et ouais, je sais pas quoi en faire. Tu vois, il y a beaucoup de personnes c'est aussi ça. qui ne savent pas quoi faire de leurs émotions, qui ne savent pas les gérer. Oui, Il y a un autre truc aussi, tu sais, qui est très dans le courant actuel, enfin, depuis
dizaine ou vingtaine d'années, ce courant un peu New Age aussi, comme ça, tu sais, qui nous empêche aussi d'avoir des émotions, qui nous disent toujours d'être dans l'amour, d'être uniquement amour, etc. Donc ça nous a rajouté quand même une couche ces dernières années, je trouve, Oui, de pas s'autoriser à ressentir d'autres émotions, en fait. absolument. Euh, je suis content que tu le mentionnes. Effectivement, et en fait, la dynamique est un peu la même qu'avec la société un peu occidentale qui dit, voilà, les émotions, c'est de la faiblesse. Euh, le courant un peu New Age, comme tu dis, c'est plus les émotions négatives, bah, c'est mauvaises vibrations, c'est des mauvaises ondes. Donc on va être que dans l'amour, la paix, etc. Alors, évidemment, tout le monde ne dit pas ça, et c'est bien plus nuancé que ça très souvent, mais c'est souvent la conclusion qu'on en retire. Et en fait, la dynamique est la même, c'est bah, si je veux appartenir à ce groupe, ce qui est un instinct très profond en chaque être humain, appartenir à un groupe, eh bien, je vais tenter de faire comme eux. Et du coup, je vais être dans la performance. Et je dis performance au sens comme une performance théâtrale, hein. Je vais jouer un rôle et je vais faire semblant, je vais mettre un masque, je vais faire semblant d'être que amour, que paix, etc. Et en fait, c'est juste une autre, un autre subterfuge. C'est je refoule à nouveau. Et c'est très courant, effectivement. Euh, et pour la notion de ne pas savoir quoi faire quand on ralentit avec nos émotions, alors effectivement, c'est le cas. Très souvent, les gens n'en ont pas conscience, qui c'est la raison pour laquelle ils sont speed. Actif. Ouais. Il y a beaucoup de gens, j'ai même des proches comme ça, c'est dès qu'ils s'arrêtent, ils disent je m'ennuie, Mm. hein. En fait, c'est pas tant de l'ennui, c'est l'ennui, c'est un mécanisme de protection pour ne pas avoir à ressentir ce qui est sous le tapis. Euh, mais ce que j'espère avoir transmis à ton audience, c'est que les émotions sont pas là pour nous faire mal, elles sont là pour nous informer. Et en fait, l'inconfort qu'on tente d'éviter, euh, c'est un inconfort qui est très temporaire et qui est très souvent bien moins pire que ce à quoi on s'attend. Bien moins pire. Et le problème, c'est que souvent, et on fait ce choix de manière un peu implicite, et à nouveau, je dis ça avec compassion, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, pour éviter un inconfort temporaire, on crée de la souffrance à long terme. Mais en fait, on fait tous le choix de ne pas ressentir 45 secondes d'inconfort, et c'est ça qui nous fait qui nous donne beaucoup de mal. Et voilà, ça aide à nouveau d'avoir cette posture de compassion, même si on ne sait pas encore comment faire, au moins de se dire, bon, une partie de moi cherche à ne pas ressentir l'inconfort, c'est légitime, et même si cette partie de moi, c'est à cause de l'anxiété, ça me met la pression, ça amplifie mes symptômes digestifs, elle veille pour moi, en fait. Elle veut pas que je ressente de l'inconfort. Et d'une autre part, d'un autre côté, il y a cette partie de moi qui veut être entendue. En fait, les deux ont raison. Et d'ailleurs, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est l'analogie que je donne souvent pour les émotions, c'est un petit peu comme un enfant qui tire sur les jupons de sa maman pour qu'elle l'écoute. Ok, maman, 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 maman. Et dans cette situation, plus la mère écoute rapidement son enfant, plus la situation prend fin rapidement. Mais si elle continue de l'ignorer, ou si elle est sur le téléphone, ou si elle dit tais-toi, bah, l'enfant, il va potentiellement tirer plus fort, parler plus fort, peut-être s'asseoir, et arrêter de bouger et faire un caprice, hein, tout ce que les enfants font. Et tout ce qu'il veut, l'enfant, c'est être entendu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment toutes nos émotions viennent des parties de nous qui datent de l'enfance. Et c'est juste l'enfant qui est en nous qui cherche à être entendu. Et si on comprend ça, même si on ne sait pas exactement comment s'y prendre avec nos émotions, rien que ce changement-là, ça peut aider à vraiment apaiser. Et, euh, et puis, ça peut être utile même de l'admettre à soi-même. Si on est dans cette situation où je ne sais pas quoi faire de mes émotions, et je l'écris noir sur blanc, on peut dire je suis désolé en se parlant à nous-mêmes et je ne sais pas quoi faire de tout ça. J'aimerais savoir, mais je ne sais pas. Juste ça, énorme comme changement. Plutôt que de courir dans tous les sens et dire non, 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 il n'y a rien. Euh, et c'est vraiment ce changement qui peut. Ensuite, voilà, il y a tout un tas de petits exercices que je peux proposer à mes clients suivant la situation. Des petites routines, des petites choses comme ça qui permettent de reprogrammer. Tu parlais de choses qui sont ancrées dans notre personnalité, dans notre identité. Et tout un tas de petites choses qui permettent des petits rituels qui peuvent dire, bon, comment est-ce que je veux agir aujourd'hui? Qu'est-ce qui concrètement m'en empêche? Est-ce que cette chose-là qui m'en empêche a juste besoin d'être écoutée? Oui, souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble? Euh, mais voilà, vraiment partir du principe que
Je ne cherche pas à me débarrasser de mon anxiété. L'anxiété, c'est une alliée qui cherche juste à éviter que je souffre. Ne pas chercher, du coup, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais ne pas chercher à me débarrasser forcément de la procrastination. Procrastination, c'est aussi une alliée. Qu'est-ce qu'elle cherche à me dire? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Pareil pour le perfectionnisme, pareil pour tout ça. Et juste changer de posture, euh, parce que quand je pars du principe que ces choses-là, ces parties de moi sont des alliés, leur emprise sur nous, ça fait bon. Hmm. Bon, déjà, rien que ça, si on arrive déjà à faire la petite étincelle, tu vois, de comprendre qu'il y a une émotion, que j'ai un système émotionnel, que tout ce qui se passe dans notre corps veut nous dire quelque chose. Donc déjà, si on a juste, on arrive à transmettre un petit peu ça au travers de notre audience, c'est absolument génial. Je Mhm. voulais qu'on parle aussi de beaucoup de choses, de l'anxiété par rapport à la perte de poids, à la restriction calorique, Je peux en parler rapidement si tu veux. aux femmes, tu vois, parce que tout à l'heure, ce qu'on disait, c'était vachement intéressant, tu vois, ce que tu me disais, ok, c'est déjà bien de travailler dans le corps et après d'aller voir l'émotion, parce que souvent, si le corps n'est pas nourri suffisamment, ne boit pas assez, etc., déjà, au moins, si on peut enlever tous les facteurs physiologiques, ça enlève, on va dire, certaines couches. Parce qu'on se rend pas compte, mais le fait de manger trop peu, surtout chez une femme, et moi ça je Mhm. le répète tout le temps, dans mes stories, parce que dans mon quotidien, si tu savais, je vois des femmes qui se nourrissent pas, qui mangent Ouais. rien, et qui sont dans un état d'anxiété et qui travaillent uniquement avec leur système nerveux. Et déjà, rien que ça, de reprendre le dessus, tu vois, sur leur alimentation, leur peur, leur anxiété, parce que derrière le fait de manger peu, il y a une anxiété de je vais reprendre du poids. Ouais. Tu vois, et si je reprends du poids, je vais plus plaire et donc bah, on en revient, tu vois, au Ouais. schéma de je serai plus aimé, je serai plus Ouais. accepté. Exact. Il y a tout un schéma derrière cette anxiété et le fait de manger très peu crée un état d'anxiété aussi, tu vois. Mhm. Donc Exactement. j'ai beaucoup de femmes qui sont dans ce cercle-là d'anxiété par rapport à l'alimentation. L'alimentation lui crée de l'anxiété parce qu'elle mange pas assez, mais le fait de Ouais. manger plus, ça crée de l'anxiété parce que je vais Ouais. grossir, tu vois. Exact. Ouais. Et c'est là à nouveau que pour éviter un inconfort temporaire, on peut se finir avec un inconfort à long terme. Mais t'as un peu déroulé le fil très bien. Donc effectivement, cet exemple très courant de j'ai peur de reprendre du poids. Donc enfin, je ressens de l'anxiété alimentaire parce que si je mange trop, j'ai peur de reprendre du poids. Effectivement, qu'est-ce que ça implique? Si je reprends du poids, je vais pas plaire. Première croyance. Hein, parce qu'à chaque lien, il y a une croyance. Donc si je reprends du poids, je vais pas plaire. Ok. Quelle est la conséquence suivante? Bah, si je plais pas, je vais finir seul. Ah. Euh, donc à nouveau, c'est je suppose des choses. Et si je finis seul, je vais être triste en gros. Voilà. Et donc en fait, on fait tout ça pour éviter d'être triste et seul. Pour se sentir abandonné en fait. Euh, donc déjà, le fait de dérouler tout ça, ça aide. Évidemment, je souhaite à personne d'être seul. Néanmoins, un petit peu c'est peut-être quelque chose que tu fais aussi d'ailleurs, Céline. C'est une question que je pose juste pour interrompre un petit peu cette chaîne de cause à effet qui se fait en permanence chez beaucoup de femmes malheureusement. C'est est-ce que tu as vraiment envie de t'abandonner toi-même en t'alimentant aussi peu, tout ça pour être accepté par quelqu'un d'autre? Parce que l'ironie, c'est souvent par peur d'être abandonné, donc de finir seul, on s'abandonne nous-mêmes en se nourrissant pas, en faisant telle ou telle chose. Et donc, euh, quand je pose cette question-là, ou des fois, je la pose un petit peu de manière plus en mode confrontation, quand la personne est prête. Je fais toujours avec compassion, mais des fois, les personnes ont besoin qu'on rentre un petit peu plus dedans. Mais est-ce que tu réalises que pour ne pas être abandonné, parce qu'entre guillemets, tu vas avoir trop de kilos, donc personne va te choisir, tu es en train de t'abandonner toi-même en t'alimentant tellement pas, enfin très peu. Et juste ça fait réagir. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu penses pas que si tu t'alimentes dignement, hein, que tu nourris, que tu donnes à ton corps ce dont il a besoin, tu vas pas justement attirer la bonne personne, au contraire. Et on pourrait aussi dire quel type de personne tu vas attirer si tu as besoin de rester sur un régime minceur toute ta vie.
Quel type de personne tu vas attirer? Est-ce que c'est le type de personne que tu veux attirer? Donc il y a pas mal de choses qui permettent de faire un peu un petit choc pour sortir du comportement. Et ensuite, c'est bon, des choses que tu connais très bien, et c'est une des choses que j'aime beaucoup avec ton message, Céline, c'est maintenant, faut vraiment se nourrir. Genre, nourris-toi. Accélère ton métabolisme. Tu ne vas pas prendre du poids. Tu vas avoir de belles formes, à vrai dire. Euh, et surtout, tu vas avoir la pêche. Et voilà. Mais oui, c'est extrêmement courant. Et en fait, ça revient à une petite fille qui veut pas être abandonnée, en fait. Oui, c'est ça. Très souvent. Très souvent. Très souvent. Donc, voilà. Et entre-temps, il y a beaucoup de croyances. Donc, en fait, c'est là qu'il y a deux niveaux de travail. Il y a plus le niveau émotionnel sur la peur d'être seul, la peur d'être abandonné. Est-ce qu'on peut travailler avec ça? Et deuxièmement, plus le travail, je dirais, mindset, des choses que tu fais aussi, il me semble, sur les croyances limitantes, sur est-ce que c'est vrai que si je mange plus, je gagne forcément du poids? Ça, tu l'as prouvé à travers tes exemples, ton propre exemple, mais aussi l'exemple de tes clientes, que c'est pas forcément vrai. Des fois, c'est même l'inverse. Euh, donc, il y a cette première croyance limitante. Deuxième croyance limitante, est-ce que c'est vrai que si je fais 3 kilos de plus, il y a personne qui va m'aimer? Genre, admettons, on est à peu près 8 milliards sur Terre, ça veut dire 4 milliards d'hommes. Est-ce que vous êtes en train de supposer que si vous prenez 3 kilos de plus, les 4 milliards, ils vont vous détester? Genre, c'est quoi cette supposition? C'est quoi? Euh, Et surtout que la plupart du temps, les hommes n'ont pas du tout le même regard sur la exact. femme que la femme a sur elle-même, en fait. Exact. On n'a pas les mêmes, comment dire, Standard. les mêmes standards, ouais, voilà, c'est ça. Parce que nous, il faut pas oublier que on a été, enfin, ma génération, hein, personnellement, on a été élevé à la Kate Moss, Oui, au mannequin hyper filiforme, etc. Et donc, on a ce truc des régimes et d'être ultra mince, mince comme ça nous est resté, hein. oui, On a grandi avec ça. Et puis, pour peu que t'aies une mère qui faisait Weight Watcher et compagnie, qui t'a embarqué dans le truc sans forcément le vouloir, parce que toi, tu voyais ta mère tous les jours se restreindre, manger oui, peu, etc. Donc, tu t'es construit aussi en tant que femme avec la croyance que manger beaucoup, c'était pas bien. Et puis même, beaucoup de personnes aussi sont critiquées quand elles ont des grosses assiettes, mais tu vas manger tout ça, mais machin, tu vois. oui, Et en fait, toutes ces injonctions comme ça, petit à petit, les unes après les autres, ont fait qu'on a grandi au travers de tout ça et que mm, c'est difficile de se détacher de ces croyances. Et c'est pour ça absolument. que même moi, pendant des années, j'ai été dans divers régimes, etc. et je mangeais très peu. Et c'est que récemment, hein, depuis, je dirais 5 6 ans, que j'ai vraiment travaillé sur mon métabolisme et que je m'aperçois, ok, je mange plus de 3 000 calories, il se passe rien en fait, tu vois. Mhm. Et quelque part, ça m'a enlever certaines croyances que je pouvais Oui, avoir sur le fait que manger beaucoup. Et j'espère qu'au travers de tout ce que je fais, moi, et du physique que je montre, etc., tu vois, il y a le côté, je montre aussi mon physique pour démontrer aux femmes que oui, même si on a 46 ans, même si on mange beaucoup, bah, on ne devient pas obèse, quoi. Tu vois, il n'y a pas ouais, les hormones, le ci, là. Tu vois, il y a tellement de trucs. Oui, mais c'est parce que maintenant j'ai tel âge, je peux plus manger comme avant, ouais, le métabolisme il est ralenti. Mais combien j'en mm, ai, tu vois, comme ça, qui osent pas, qui mangent vraiment comme des moineaux, qui mangent 1 000 calories par jour, qui mm, se nourrissent pas, qui ont une peau catastrophique, des cheveux mhm. catastrophiques et une santé mentale, parce que ça aussi, hein, Ouais, santé bah, mentale, quand tu mm, manges pas, c'est une catastrophe. crois-moi, ça me fait assez mal au cœur. C'est aussi pour ça que je fais ce travail. Je pense que toi, comme moi, on a une certaine passion. Et moi, c'est notamment pour les femmes, parce que je pense aussi aux futures mamans qui sont Oui, dans cet état-là. Parce que c'est inconcevable d'avoir un bébé en bonne santé avec une alimentation pareille. Euh, mais oui, effectivement, ces choses-là sont très ancrées. Et je pense que ça pointe du doigt quelque chose qui est vraiment essentiel aujourd'hui. C'est la notion de s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'effectivement, par défaut, les injonctions de la société sont pas forcément là pour notre bien. Ou du coup, que ce soit volontaire ou non, hein, peu importe, hein, mais les exemples de Kate Moss et des modèles de l'époque, c'est pas forcément là pour notre bien. Mais par contre, si on s'entoure, même avec les, quand je dis s'entourer, je dis même avec les gens qu'on suit sur Instagram, des personnes qui partagent un bon message et qui surtout déconstruisent certaines croyances limitantes, euh, ça peut subtilement et progressivement euh, changer notre point de référence et du coup changer nos comportements. Parce que le mécanisme, c'est que
Tout être humain cherche à appartenir à une tribu, à un groupe. Et par défaut, bah, c'est les gens avec lesquels on se compare le plus, par défaut. Et très souvent, en fait, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, mais pas forcément qui sont en alignement avec nous aujourd'hui. Et si aujourd'hui, intentionnellement, on se compare à certaines personnes qui nous inspirent, et qu'on fait ça en permanence et qu'on bloque les choses qui nous inspirent pas du tout, au contraire, qui nous tirent dans la mauvaise direction, progressivement, en fait, notre inconscient, il va aller dans cette direction-là. Parce que ça va être notre nouvelle tribu. Et si c'est notre nouvelle tribu, instinctivement, on va faire comme eux. Donc c'est pour ça qu'en fait, les changements durables, là, aujourd'hui, on a surtout parlé de la partie qu'est-ce que je peux faire moi sur ma compassion, prendre conscience, etc. Mais il y a aussi la notion mon environnement et ma communauté. Énorme. Absolument énorme. Surtout pour l'épanouissement à long terme. C'est absolument essentiel. Euh, mais du coup, oui, l'exemple que tu cites, enfin, c'est un fléau et c'est vrai que ça touche un, un nombre énorme de femmes, surtout. Ah oui, 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 mais c'est... Moi, je le vois, hein, dans les messages que j'ai, que ce soit les messages en message privé, les personnes que j'ai en coaching ou les personnes que j'ai en appel aussi qui veulent prendre des coachings. Et quand je Mm. leur dis, voilà, va falloir manger et tout, et j'en ai plein, elles ont peur, en fait, tu vois. Oui. Elles ne prennent pas le coaching parce qu'elles se disent, oh là là, il va falloir que je remange, mais Mhm. nécessairement, je vais reprendre du poids si tu... Oui. Dans la Oui. tête de ces personnes-là, elles ne voient pas, en fait, comment c'est possible de manger plus et de pas reprendre du poids, tu vois. C'est Mm. très difficile. Mm. Et si je puis me permettre, ça me fait penser à quelque chose, une connexion que j'ai pu faire il y a quelques mois avec laquelle j'aide certaines femmes notamment. C'est tout ce qui touche à la ménopause et aux problèmes menstruels. Donc là, je vais pas du tout parler de la dimension médicale, biochimique, tout ça, les vraiment hormonale, même si évidemment ça joue un rôle. Mais là, juste pour ce petit argument que j'aimerais vous apporter, c'est la dimension énergétique et émotionnelle. En médecine traditionnelle chinoise, c'est le foie qui régule la circulation du sang au sens large, mais aussi la menstruation chez la femme. Et quasiment tout le monde a déjà entendu que le foie est affecté par la colère et la frustration. Ok. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que très souvent c'est imperceptible, souvent c'est inconscient, mais les femmes qui font autant de sacrifices, genre manger 1000 calories par mois, euh, très souvent ça fait, ça nourrit, sans mauvais jeu de mots, ça nourrit une certaine frustration de bas grade, parce que c'est genre, ça implique, c'est je fais tous ces efforts pour toi, entre guillemets, pour la personne qui va me choisir, ou pour la personne qui est déjà avec moi. Sauf qu'on le dit jamais, on le vocalise jamais, et c'est très inconscient. En fait, ça alimente une frustration, parce qu'en gros, je fais tous ces sacrifices pour avoir ton affection et la sécurité, etc. Et en fait, euh, malheureusement, c'est un peu comme ça que c'est fait, mais les femmes qui font autant d'efforts, souvent n'attirent pas les bonnes personnes et finissent par quand même être abandonnées. C'est pas tout le temps le cas, évidemment, mais ça arrive assez souvent. Et là, du coup, ça va vraiment alimenter la frustration et la colère. Et en fait, c'est pour ça que je dis souvent, malheureusement, les femmes ont énormément de colère refoulée et il y en a beaucoup qui me disent, bah, je vois pas où. Bah, en fait, ça, c'est un exemple où, petit à petit, repas par repas, effort par effort, ça alimente la frustration parce que vous faites énormément, je dis vous au sens large, évidemment, vous n'êtes pas toutes concernées, mais vous faites énormément d'efforts pour sécuriser, bon, en gros, pour pas finir seul, pour être avec quelqu'un. Et si vous vous retrouvez quand même seul, il va y avoir énormément de colère qui va potentiellement surgir. Et si cette colère reste dans votre corps, ça peut se manifester comme des troubles menstruels au niveau énergétique. Bien évidemment, il y a les implications hormonales dont tu parles aussi, Céline, liées au fait d'être complètement carencé. Absolument. Oui, bien sûr. Le corps, il peut pas produire d'hormones, notamment sexuelles, hein, progestérone et oestrogène, si je manque de matière grasse. Et oh mon Dieu, les matières grasses, c'est ce qui fait grossir. Donc, évidemment, il y a ça, mais je tenais à mentionner ça, c'est que, euh, voilà, la frustration, ça peut alimenter de la frustration de faire autant de sacrifices, et cette frustration va affecter énergétiquement la sphère gynécologique et plus tard la ménopause aussi. Et oui, parce qu'après, tu as une accumulation de colère aussi Mhm. pendant des années et des années, hein. Oui, exactement. Et en fait, sous cette colère, c'est souvent le cas d'ailleurs sous la colère, mais sous cette colère, c'est juste de la tristesse parce que j'ai fait tout ça et je suis quand même seul. Ouais, c'est ça. Et juste le fait de le dire, même moi en tant qu'homme, juste le fait de le dire, je peux ressentir le poids de la tristesse que ça peut engendrer. Mm. En fait, dans un premier temps, souvent, on le masque avec de la colère. Et sous la colère, il y a beaucoup de tristesse.
Bon, bah écoute, je pense qu'on va stopper là, sinon on va être beaucoup trop, voilà, ça va être beaucoup trop long. J'essaye à chaque fois qu'on vous fasse des interviews d'une heure environ, Ouais. mais on déborde toujours un petit peu parce que c'est vrai que les sujets, en général, il y a beaucoup de choses à dire. Hmm. Rien que là de traiter de, tu vois, un cas concret. Moi, j'aime bien aussi, tu vois, travailler avec un cas concret, dire voilà, Complètement. qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on est allé, sur quoi on a travaillé. Ça Oui. parle aussi beaucoup aux gens, tu vois, de travailler sur des cas concrets. Oui. Parce que la théorie, on en entend tous. On en entend tous. Et Ouais. c'est vrai que ça aide de voir bah, comment un humain qui vit tout ça traverse ça et s'en sort. Donc effectivement, je suis content que tu aies mentionné ça. Euh, je sais pas si j'ai choisi le cas le plus pédagogique, mais en tout cas, j'ai tenté d'illustrer comment ça pouvait fonctionner dans un exemple concret, avec en l'occurrence le fait de se mettre la pression. Euh, et surtout de le connecter avec le fait que quand cette personne se mettait la pression, elle avait des problèmes digestifs et aussi le fait de se mettre la pression, ça aussi, ça alimente la frustration d'ailleurs, hein. Parce qu'en gros, je me mets la pression, mais en retour, c'est je m'attends à recevoir de l'affection. Alors, si on se souvient de comment j'ai décomposé ça, et en fait, si je ressens pas de l'affection comme je veux, et souvent en fait on le communique pas, bah, ça va me frustrer. Et à nouveau, la frustration va affecter mon cycle. Et en fait, c'est comme ça qu'on se fait beaucoup de mal, alors qu'il suffit juste de dire, par exemple, à une femme qui va dire à son chéri, prends-moi dans tes bras. Évidemment, faut faire c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, euh, toutes ces choses-là sont vraiment connectées à comment on se comporte dans nos relations les plus chères, comment notre corps et notre appareil digestif, notre santé menstruelle se portent. Et donc, c'est pas juste une question de ouais, voilà, faire le travail émotionnel et c'est tout. Non, c'est vraiment connecté à des choses tangibles qui comptent pour nous. Et enfin, c'est ce que j'ai essayé en tout cas de vous montrer aujourd'hui. Mais oui, clairement, les cas concrets, ça aide beaucoup. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme autre sujet maintenant? Pour la Bah, prochaine fois. déjà, j'inviterai un peu tout le monde comme vous avez pu le faire pour les deux premiers épisodes, n'hésitez pas à commenter ou Oui. à nous faire un retour, soit Céline, soit moi, soit tous les deux, soit dans les commentaires, peu importe. Euh, Parce que bah, ça nous aide à savoir si déjà ça vous a été utile, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à dire s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, c'est Mm. assez complexe, en tout cas pour moi aujourd'hui, de le synthétiser de manière extrêmement limpide, sans trop le réduire. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Et ensuite, si vous voulez soit qu'on approfondisse ce sujet, soit qu'on prenne l'exemple, par exemple, inverse de euh, bah, peut-être de la procrastination ou des choses comme ça, vous pouvez nous le dire aussi, ça peut être intéressant, surtout vis-à-vis de euh, bah, j'arrive pas à suivre le programme de Céline, par exemple, ou j'arrive pas juste à me mettre au sport, des choses comme ça. Ou si vous avez des recommandations de sujets, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, avec Céline, on avait parlé d'un sujet qui est un grand sujet sur le féminin et le masculin, parce que bah, c'est énorme, c'est quelque chose qui est énorme, et ça peut vraiment aider, surtout dans nos relations, mais même pour notre santé, je pense. Ouais. Pour moi, ça peut vraiment aider au niveau de la santé. Euh, j'ai lu il y a quelques temps, et pour moi, ça a l'air assez vrai, mais plus une femme est dans son masculin, moins elle a accès à son énergie féminine, plus elle a des traits de visage durs et fermes, et plus elle vieillit vite aussi. Elle n'est pas connectée à cette jouvence féminine. Et très souvent, malheureusement, c'est les femmes qui ont été blessées, abandonnées, etc., ou déçues, qui mettent une coquille ou une carapace masculine autour de leur cœur féminin pour se protéger. Donc voilà, c'est une petite bande-annonce, C'est mais ça, c'est ce que c'est j'allais un, dire. Tu nous fais c'est un un, teaser. voilà, un teaser. C'est un sujet qu'on avait envisagé d'aborder avec Céline. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresserait, ce que vous avez retiré de cet épisode. Euh, Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ces interviews avec Céline. Et à nouveau, merci de m'avoir sur ta chaîne. Et donc voilà, si en plus ça peut vous aider, vous, voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ouais. Bah, écoute, merci à toi. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Je vois vraiment pas le temps passer. C'est passé 1 heure et demie. Je n'ai strictement rien vu. Non, moi non plus.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et en dessous, je mettrai de toute façon le lien de la chaîne de Robin pour que vous puissiez avoir accès à sa chaîne. Et puis, je mettrai aussi, tu sais, tous les liens pour ton site internet, etc. Hmm, Si des gens super. qui peuvent te contacter pour faire un coaching avec toi. Voilà, je trouve qu'on est très complémentaires. En tout cas, Ah ouais, c'est super. Et à nouveau, je te l'ai dit, je dis pas ça juste pour faire des compliments, mais j'ai eu la chance de parler à plusieurs personnes qui te suivent. Euh, et l'impact que tu as sur elles au travers du message que tu partages est vraiment positif. mm, Et je pense que moi, c'est un petit peu ce qui donne du sens à mon travail parce que 95% de mon travail, c'est avec les femmes. Mais pour moi, si on veut de nouvelles générations en bonne santé, il nous faut des femmes en bonne santé, c'est ça. avant tout. Et, je pense que le message que tu partages, même avec le petit exemple du manger plus, alimentez-vous bien, hein, j'alimente ma santé, Ouais. juste ça, c'est vraiment représentatif de ton Ouais. message qui est bah, prenez soin de vous, genre S'autoriser. vraiment. Oui, et en fait, j'ai l'impression que, tu vois, il y a un côté de s'autoriser à manger. J'ai Mm, eu une personne hier en coaching, elle m'a dit, ça fait 20 jours que j'ai commencé le coaching avec elle, elle m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je ne culpabilise pas devant une assiette parce que je sais que c'est toi qui m'as dit que cette assiette, elle était bonne pour moi. Et donc, quand je la mange sans aucune culpabilité mm. et j'ai plaisir à manger mon assiette. Tu t'imagines? Ouais, ça m'a donné des frissons quand tu l'as dit. Et c'est fou, cette personne, en fait, à chaque fois qu'elle avait un repas, donc 4 fois par jour, elle se posait la question de si elle avait le droit, si elle s'autorisait, si Mm, c'était pas mal, si c'était pas bien, si c'est pas trop. Et en fait, elle a ses assiettes, elles sont bien remplies, elles sont pleines. Et d'ailleurs, elle a perdu du poids, tu vois, en 20 jours. Donc, elle me dit déjà, pour moi, je comprends rien, mais comme c'est toi, je fais confiance absolue, aveugle, je fais tout mhm. ce que tu me dis, je mets exactement les quantités que tu me dis. Même son mari dit, mais comment tu vas maigrir? Tu vois, des fois, c'est inconscient, tu vois, certains Oui, messages oui. des personnes. Mais comment c'est possible que tu manges autant? Parce qu'en fait, elle me dit, mon mari ne m'a jamais vu avec des assiettes comme ça. En fait, ce Mm, qu'elle faisait, c'est que souvent, elle allait grignoter dans le frigo, ouais, enlever, le soir après, voilà, ou elle se prenait une plaquette de chocolat. Donc, si tu veux, ouais. ces assiettes, dans son quotidien, c'était moineau. Mais après, à côté, il y avait des petits craquages, des machins, et voilà. Mm, Et tu vois à quel point juste une personne en fait qui t'autorise tout simplement à manger, ça lui a changé ça. Elle me dit mais je suis tellement heureuse en fait tous les jours d'arriver devant mon mhm. assiette et de me dire ok je peux manger ça, j'ai le droit et je Ouais, suis libérée en fait. C'est fou. ouais, ouais, super. Je vais finir avec deux choses. Euh, la première, c'est que le corps, votre corps, notre corps, n'a aucune envie d'avoir des kilos en trop. S'il le fait, c'est par choix. Enfin, c'est pas par choix, c'est par obligation. Et c'est des choses dont j'ai pu parler, dont tu parles certainement aussi, mais c'est lié à stress, machin, besoin. Enfin, en gros, question de survie. Mais comprenez juste que votre corps n'a aucune envie d'avoir des kilos en trop. Et l'idée, c'est de travailler avec lui. Et si on le prive de nourriture, on ne travaille pas avec lui. C'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la dimension presque énergétique, voire quasi spirituelle, associée au fait de s'alimenter. Il y a un petit peu cette notion de j'ai le droit d'exister si je m'alimente, hein. Mais en fait, à nouveau, je puise un petit peu dans la médecine chinoise, non pas que je sois un expert là-dedans, loin de là, mais c'est une grande source d'enseignement et d'inspiration pour moi. Mais ce qu'on appelle la rate en médecine chinoise est associée à l'appareil digestif, globalement. Et la rate, d'un point de vue spirituel, c'est notre identité, c'est notre estime de soi, notre estime de nous-mêmes, et c'est aussi la capacité à ne pas ruminer. Donc tu disais tout à l'heure, effectivement, quand je mange pas, bah, j'ai de l'anxiété. Quand je mange trop, j'ai de l'anxiété parce que j'ai Mm. peur de prendre du poids. Et en fait, voilà, d'un point de vue spirituel, genre symboliquement, quand je m'alimente, j'alimente mon droit d'exister, mon droit d'être là, et surtout énergétiquement, bah, ça permet de lutter contre la rumination, le fait de cogiter en permanence, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très fortes qui se passent en fait quand on s'autorise enfin à manger, comme dans le cas de ta cliente avec qui tu travailles depuis 20 jours. Ouais, c'est fou, c'est incroyable de se dire qu'on en arrive là, tu vois, à juste s'autoriser à manger juste une assiette normale Et et ouais. équilibrée, tu vois. Ouais. Mais ça prouve à quel point il y a beaucoup de gens Oui, qui énormément. souffrent et qui, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, ne reçoivent pas l'éducation dont ils ont besoin vis-à-vis des émotions.
Et en fait, je le dis assez souvent, même à mes proches qui s'intéressent à mon travail, mais même en ligne, c'est la façon dont je vois les gens et même dont je me vois moi, c'est on est tous des enfants qui cherchent juste à avoir de l'affection, à ne pas souffrir, tous. Et on fait de notre mieux en fait, avec ce qu'on a appris, avec les mécanismes qu'on a développés, etc. Mm. Bon, bah écoute, cette fois, je Souvent, ça pense s'arrête. qu'on s'arrête. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci Et à toi, Céline. puis, à très bientôt, Robin. À très bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on a hâte de les lire. Allez, ciao, ciao. Ciao.